Un pêcheur fauché sauve une jeune fille d'un yacht en perdition. Il ne s'attendait pas à ce qu'elle soit la fille d'un millionnaire. La tempête avait dévoré la nuit. Le vent hurlait comme un animal blessé sur la mer déchaînée, déchirant les voiles du petit bateau de pêche de Blaine qui tanguait violemment entre les vagues. La pluie tombait en nappes froides, abeulante, implacable. Il serra les dents, ses mains agrippant si fort la barre que ses jointures blanchirent. Chaque instinct lui hurlait de rebrousser chemin, d'atteindre la côte avant que l'océan ne lui arrache un autre morceau d'âme. Il y était presque. Il pouvait distinguer la faible lueur orangée du port à travers la brume quand la radio grésilla. Gas Parasites. Puis une voix. Y a-t-il quelqu'un? Ici le Serenity. Le moteur est fichu. Je prends l'eau. Quelqu'un, s'il vous plaît. La transmission se coupa, avalée par les parasites. Blaine S.E. Figia. Il tourna le bouton, affina le réglage, mais la voix ne revint pas. Seulement le vent, les parasites, le chaos. Il hésita. Juste un autre gamin de riche perdu jouant au capitaine sur un jouet à $1 million, pensa-t-il. Mais alors même que cette pensée lui traversait l'esprit, il ramenait déjà le bateau vers la tempête. Merde, marmonna-t-il en tirant sur la manette des gaz. L'embarcation gémit, la proue se soulevant pour affronter une autre vague de plein fouet. Il suivit la direction de la voie, plus par instinct que par logique, plissant les yeux à travers les rideaux de pluie jusqu'à ce qu'il la voie, une faible lueur orangée dans l'obscurité, la silhouette indubitable d'un yacht gitant dangereusement sur un côté, de la fumée s'échappant du pont inférieur. « Serenity » murmura-t-il. Il accéléra, manœuvrant avec force. Alors qu'il se rapprochait, un éclair illumina la scène pendant une seconde obsédante. Le yacht était partiellement coulé, la poupe presque submergée, et là, agrippée au bastingage, une silhouette en chemise blanche et short trempés, luttant pour atteindre le canot de sauvetage. Blaine ne réfléchit pas. Il attrapa une corde, ôta son lourd manteau et plongea. L'eau était noire et glaciale, épaisse de débris et de pétrole. Il battit des pieds avec force, la fendant avec une vigueur exercée. Elle glissait, sa prise faiblissant, quand il l'atteignit. « Je vous tiens !» cria-t-il, en roulant un bras autour d'elle juste au moment où son corps lâchait. Elle ne répondit pas. Il la tira vers le haut, brassée après brassée, jusqu'à ce qu'ils atteignent le bord de son bateau. Il la hissa à la pure force des muscles et de l'adrénaline, la poitrine haletante. Elle s'effondra sur le pont, inconsciente. Son pied saignait, une entaille déchiquetée le long de sa cheville, là où le bastingage s'était tordu. Sa peau était glacée, ses lèvres bleuâtres. Ses vêtements trempés lui collaient à la peau comme des algues. « Bon sang !» jura Blaine entre ses dents. Il la traîna à l'intérieur de la petite cabine, l'enveloppa dans une couverture de laine rêche. Il alluma le chauffage de secours, le plaça près d'elle, puis s'accroupit à ses côtés. Ses paupières frémirent mais ne s'ouvrirent pas. Il déchira un morceau de sa chemise et commença à nettoyer la blessure sur sa jambe, essayant de ne pas grimacer devant le sang. C'était superficiel mais vilain. Elle gémit doucement, la douleur perçant à travers sa torpeur. « Ouais, ma belle, j'imagine que ça fait mal, » marmonna-t-il en nouant le bandage avec des doigts calleux. Puis il se recula, la fixant, la lueur du feu vacillant sur son visage pâle. Elle était jeune, la vingtaine peut-être, ses traits fins, délicats, d'apparence coûteuse. Un mince collier en or s'accrochait encore à son cou. Logique, dit un merriment Blaine. Encore une fille de riche gâtée qui n'avait rien à faire ici, pensant que l'océan n'est qu'un grand filtre Instagram. Dehors, le vent rugissait contre la coque, mais il l'entendait à peine maintenant. Il la regarda respirer, lentement et faiblement, et malgré lui, l'inquiétude s'insinua. « Tu as de la chance que j'étais prêt, » dit-il, n'attendant pas de réponse. « Ici, personne ne vient si tu coules, surtout pas pour des gens comme moi. Toujours rien. » Il tendit la main, toucha son front, froid mais pas dangereusement. Elle s'en sortirait, si la tempête ne s'aggravait pas. Elle remua de nouveau, sa tête se tournant vers lui, les lèvres légèrement entr'ouvertes. « Je ne voulais pas mourir comme mon père, » murmura-t-elle, si faiblement qu'il faillit ne pas l'entendre. Blaine la dévisagea, pris au dépourvu. Elle retomba dans l'inconscience. Il expira lentement et s'adossa au mur, passant une main dans ses cheveux trempés. Dehors, la tempête faisait rage. À l'intérieur, une fille qui aurait dû mourir s'accrochait à la vie. Et Blaine Cole, pêcheur fauché,
sauveteur réticent, était maintenant assis dans une cabine avec une inconnue, dont il ne connaissait pas le nom, mais dont la vie appartenait désormais, en partie, à ses mains. Le matin arriva lentement, une lumière pâle perçant les nuages et filtrant dans la petite cabine, où Blaine était assis à table, sirotant un café tiède. La tempête était passée, mais le froid persistait, s'attardant dans les murs trempés et ses articulations raides. La jeune fille dormait toujours sur la couchette, étroitement enveloppée dans la couverture de laine, ses cheveux humides étalés sur l'oreiller comme des algues sur le rivage. Puis elle remua, ses yeux clignèrent, désorientés, parcourant la cabine avant de se poser sur lui. « Vous êtes en sécurité, dit Blaine d'une voix bourrue, sans prendre la peine de la saluer. Vous avez de la chance, vraiment de la chance. Elle s'assit lentement, son corps protestant à chaque mouvement. Où suis-je? Mon bateau. Et de rien, dit-il en posant sa tasse. Elle cligna des yeux vers lui, puis baissa les yeux sur sa jambe bandée, la couverture soigneusement pliée, le verre d'eau à côté de la couchette. Vous m'avez sauvé. Je vous ai sorti de l'océan, dit-il sèchement. Vous sauver dépend de vous. Il y eut une pause. Je m'appelle Céleste, dit-elle doucement. Blaine n'offrit pas son nom en retour. Au lieu de cela, il se leva. Vous pouvez rester ici quelques jours en attendant que quelqu'un vienne vous chercher, mais ne touchez à rien sans que je vous le dise. Elle hocha la tête une fois, se mordant la lèvre. Vers midi, elle se déplaçait mieux. Elle insista pour l'aider dans les tâches ménagères malgré sa claudication. Blaine ricana, mais ne discuta pas. Il pensait qu'elle abandonnerait après 5 minutes à transporter des filets. Mais elle ne le fit pas. Elle aida à nettoyer le pont, prépara un café étonnamment décent, et posa même des questions sur les casiers et les marées, comme si elle était réellement intéressée. Quand il la vit faire des nœuds avec aisance, ses yeux se plissèrent. « Vous avez déjà fait ça » marmonna-t-il. « J'ai étudié la biologie marine » dit-elle en ajustant une corde. « J'ai travaillé sur des bateaux lors d'études sur le terrain. Ce n'est pas ma première fois en eau salée. » Il ne répondit pas, mais quelque chose en lui changea. Ce soir-là, alors que le soleil plongeait bas à l'horizon, ils jetèrent l'ancre près du récif. Blaine aimait vérifier les casiers avant la nuit, et à sa surprise, Céleste demanda si elle pouvait l'accompagner. « Ta jambe est toujours fichue, dit-il. « Je peux gérer, répondit-elle. Il la regarda traverser le pont en boitillant, l'entêtement dans chaque pas. Près du plateau corallien, Blaine repéra un mouvement. Une tortue de mer, emmêlée dans un filet errant, piégée près d'un amas de rochers. Avant qu'il ne puisse réagir, Céleste s'était déjà agenouillée, saisissant une paire de gants et un couteau de plongée dans le bac de fourniture. « Qu'est-ce que tu crois faire » lança-t-il sèchement. « Je sais ce que je fais, dit-elle, déjà à mi-chemin dans l'eau. » Blaine jura et sauta à sa suite. Le courant était doux, mais constant. Céleste se déplaçait avec une précision exercée, palmant vers la tortue, des bulles montant derrière elle. Elle ne paniquait pas. Elle ne s'agitait pas. Elle atteignit l'animal, tint doucement sa nageoire et commença à couper. Blaine plana à proximité, observant. Elle travailla rapidement, libérant la tortue en quelques instants. Puis elle la guida soigneusement loin du récif, ses mouvements délibérés et calmes. De retour sur le bateau, trempée et essoufflée, Céleste s'essuya le visage et se tourna vers lui. « Ça va » demanda-t-il. Il la fixa longuement. « Tu as bien géré ça » admit-il, à contre-cœur. Elle sourit, le premier sourire sincère qu'il voyait d'elle. « Je te l'ai dit, je ne suis pas inutile. » Il détourna le regard, cachant la façon dont quelque chose en lui s'adoucissait légèrement. Peut-être était-elle riche. Peut-être n'avait-elle rien à faire ici seule. Mais elle n'était pas inutile. Et, pour la première fois, Blaine Cole n'était pas tout à fait sur du genre de fille qu'il avait sorti de l'eau. Céleste finit par rester plus longtemps que prévu par l'un ou l'autre. Le port était toujours fermé pour réparation après la tempête, et le prochain bateau de ravitaillement vers le continent n'arriverait pas avant plusieurs jours. Blaine ne dit pas grand-chose à ce sujet, mais il ne semblait pas non plus pressé de la voir partir. Elle respectait son silence, mais comblait le vide par de petits gestes, proposant d'aider à cuisiner, participant à la réparation des filets, nettoyant le pont. Elle insistait même pour se joindre à lui lors de ses sorties quotidiennes en bateau. À sa surprise, elle tenait le rythme. Il ramait sur les eaux calmes du matin, ramassant des bouteilles en plastique, des filets emmêlés et des emballages jetés qui flottaient à la surface comme des promesses oubliées. Céleste portait une casquette de baseball délavée par le soleil que Blaine lui avait prêtée,
et elle attachait ses cheveux avec un bout de ficelle. Ses mains cloquaient. Elle ne se plaignit jamais. Un après-midi tardif, le ciel prit une teinte dorée et douce, et la mer semblait plus calme que d'habitude, sa surface chatoyant comme du verre fondu. Blaine et Céleste se trouvaient à quelques milles de la côte, dérivant près du récif corallien où les eaux passaient du vert émeraude à un bleu profond et translucide. Blaine vérifiait les casiers quand Céleste pointa vivement vers une petite agitation dans l'eau. Là, dit-elle en se penchant par-dessus bord. Blaine plissa les yeux, puis le vit aussi. Une tortue de mer, grande et gracieuse même dans sa détresse, agitant ses nageoires avant alors qu'elle luttait contre les restes emmêlés d'un filet de pêche. Elle était probablement là depuis des heures, peut-être plus. Les brins de plastique s'étaient enroulés autour de sa carapace, coupant juste sous la nageoire droite. Sans un mot, Céleste se leva, enfila une paire de gants, attrapa le couteau de plongée dans la caisse de fourniture et se glissa dans l'eau. Blaine ouvrit la bouche pour l'arrêter, mais le temps que le premier mot se forme, elle était déjà à mi-chemin. Il se déplaça vers le bord, observant attentivement. Elle se déplaçait dans l'eau comme si elle y appartenait, confiante, calme, exercée. Ses mouvements n'étaient pas précipités, mais efficaces, son corps à un rythme silencieux contre le courant. Elle s'approcha doucement de la tortue, une main sur sa carapace pour la stabiliser, l'autre tranchant le filet avec des coups prudents et délibérés. Les doigts de Blaine agrippèrent plus fort le bastingage du bateau pendant qu'il regardait. Elle n'était pas seulement douée, elle était entraînée. Ce n'était pas la première fois qu'elle faisait quelque chose comme ça. En quelques minutes, elle refit surface, l'eau ruisselant sur son visage, la tortue maintenant libre et dérivant en toute sécurité, sa trajectoire sereine alors qu'elle nageait de nouveau vers le récif. De retour à bord, tous deux trempés et essoufflés, ils s'assirent côte à côte, regardant la tortue disparaître dans le bleu. « Tu sais ce que tu fais » dit finalement Blaine. Céleste le regarda, les joues rougies par la brise marine. « Je devrais, » répondit-elle avec un léger sourire, « je travaille dans la conservation marine depuis que j'ai fini mes études. » Blaine haussa un sourcil, relançant sa ligne à l'eau. « Tu n'as pas l'air du genre, » gloussa-t-elle doucement. « Quel genre ?»« Le genre qui travaille dur sur le terrain. La plupart des gens font juste un chèque, prennent une photo à côté d'une tortue et appellent ça une contribution. J'ai essayé ça une fois, admit-elle, je n'ai pas eu l'impression d'avoir mérité quoi que ce soit. » Plus tard ce soir-là, ils étaient assis sur la plage à côté d'un petit feu, l'odeur du poisson grillé se mêlant à la fumée, et le ciel vira à un violet profond, les étoiles commençant à se montrer. Céleste s'appuya sur ses coudes, le sable s'accrochant au revers de son jean. Blaine fixait l'immensité de l'océan, ses yeux reflétant les flammes. « J'aimais la mer avant, » dit-il doucement, « je pensais construire ma vie autour d'elle. J'ai fait des études de navigation maritime, premier de ma classe, j'avais même une bourse pour étudier à l'étranger. » Céleste se tourna vers lui, surprise. « Que s'est-il passé ?» Il haussa les épaules, son visage ombragé par la lumière du feu. « Mon père est tombé malade, j'ai dû revenir, m'occuper des choses. Le bateau familial avait besoin de réparation. Les factures se sont accumulées, puis la mer a cessé d'être un rêve et a commencé à être un travail. » Il marqua une pause, ramassant une poignée de sable et la laissant tomber entre ses doigts. « L'océan me donnait l'impression d'être libre, maintenant c'est juste quelque chose auquel j'essaie de survivre. » Céleste resta silencieuse un moment, puis elle dit « C'est drôle, pour moi c'est le contraire. » Blaine la regarda, un sourcil levé. « Je suis né dans le confort, les attentes, chaque étape de ma vie était chorégraphiée. Mais l'océan, c'est le seul endroit où personne ne me dit qui je dois être. Personne ne se soucie de qui je suis, juste les courants, le vent, le silence. » Il étudia son expression. Il y avait quelque chose d'honnête en elle, sans masque. « Mais personne ne me prend jamais au sérieux, » continua-t-elle. Il voit le yacht, le nom de famille, l'argent, il suppose que je suis juste une fille riche qui joue avec des causes. Ce n'est pas juste une cause pour toi, c'est tout, dit-elle, sa voix plus douce maintenant. Mais j'ai appris que tout le monde ne se soucie pas de ce qui te motive, il ne se soucie que d'où tu viens. Blaine hocha la tête, jetant un morceau de bois flotté dans le feu, des étincelles s'élevant dans l'obscurité comme de minuscules étoiles. Les gens ne choisissent pas toujours leur courant, murmura-t-il, parfois tu essaies juste de ne pas te noyer. Elle le regarda, ses yeux brillants d'un mélange de tristesse et de respect. Et puis, pendant un long moment, ils restèrent assis en silence,
un silence ni gênant ni incertain, mais partagé. C'était le genre de silence qui survient lorsque deux personnes de mondes complètement différents réalisent qu'elles ont toutes deux été façonnées par quelque chose de vaste et d'indompté. À cet instant, les titres tombèrent. De même que la colère, le doute, les suppositions. Il n'était plus le pêcheur fauché et la fille du yacht en fuite, il n'était que deux âmes, flottant quelque part entre les blessures du passé et la paix du présent, trouvant le courage d'être immobiles, ensemble. Ce n'était qu'une autre soirée tranquille, du genre que Blaine appréciait davantage depuis que Céleste était là. L'air était chargé de sel, le ciel passant du lavande à l'indigo profond, et les vagues berçaient le bateau de leur rythme habituel de berceuse. Il était dans la cabine, les mains démêlant des lignes, quand la radio grésilla et reprit vie avec une salve de parasites et une voix sèche et urgente. Les recherches se poursuivent pour Céleste Monroe, fille du magnate du transport maritime Douglas Monroe, portée disparue après que son yacht Serenity a disparu des radars lors d'une expédition en solitaire. Les doigts de Blaine se figèrent. Le nom le frappa comme de l'acier froid. Il se tourna vers la radio, écoutant la voix répéter les détails. Héritière disparue, vastes efforts de recherche, une récompense substantielle pour toute information. Des photos circulaient. Les gardes-côtes avaient été alertés. Toute la côte était en alerte. Céleste Monroe. Il éteignit la radio d'un coup sec et monta sur le pont d'un pas furieux. Céleste était accroupie près de la proue, démêlant un amas de vieilles cordes d'un des filets. Elle leva les yeux alors qu'il approchait, s'essuyant les mains sur son short, un léger sourire flottant sur ses lèvres. Mais Blaine ne lui rendit pas son sourire. « Ton nom » dit-il, d'une voix basse et ferme. « C'est Céleste Monroe. » Le sourire vacilla. « Blaine, je peux expliquer ?»« Expliquer ?» Sa voix monta, plus aiguë maintenant. « Expliquer comment tu as vécu sur mon bateau, travailler à mes côtés, parler de la vie comme si tu n'étais qu'une personne parmi d'autres essayant de comprendre, alors que pendant tout ce temps tu mentais ?»« Je ne mentais pas, » dit-elle doucement. « Je ne te l'ai juste pas dit. Ça ne fait aucune différence. » Sangla-t-il. Elle se leva lentement. « Je ne voulais pas être traitée comme une célébrité. Je ne voulais pas être Mademoiselle Monroe. Je voulais juste être Céleste, pour une fois. » Il la fixa, la douleur et la fureur montant derrière ses yeux. « Tu m'as laissé penser que tu n'étais qu'une fille perdue, » dit-il en se rapprochant. « Tu as agi comme si tu savais ce que c'était de lutter, de se battre pour quelque chose de vrai. Mais tu es une Monroe. On t'a tout donné sur un plateau. » Sa voix tremblait, mais elle tint bon. « Tu crois vraiment que l'argent rend la vie plus facile? Mon père contrôle chacun de mes pas. Ma mère n'est plus là. J'ai passé toute ma vie d'adulte à essayer de faire quelque chose de significatif, quelque chose qui soit à moi, et la seule fois où je trouve la paix, la seule fois où j'ai l'impression que quelqu'un me voit comme une personne, tu me le jettes à la figure. » Blaine se détourna, secouant la tête. « J'aurais dû m'en douter. Tu m'as parlé de ton passé, » dit-elle doucement, « de tes rêves enfouis sous les dettes et le devoir. Je n'ai pas eu pitié de toi. I admire. » Il la regarda de nouveau, mais son expression était froide maintenant, gardée. « Tu comprends, » dit-il, la voix comme de la pierre. « Tu es tout ce que j'ai passé ma vie à essayer de fuir. Les fêtes, les privilèges, les faux sourires. Tu es arrivé ici comme si tu voulais jouer à la pauvre pendant quelques jours, vivre ta petite aventure en mer, puis retourner à ta vraie vie. Ce n'est pas juste. C'est la vérité. » Le silence s'étira entre eux, épais et amer. « Je n'ai pas demandé à être sauvée, » murmura-t-elle, « mais je suis contente que tu l'aies fait. Pas parce que je ne pouvais pas vivre sans toi, Blaine, mais parce que pendant un instant, j'ai cru que je pouvais enfin être moi-même. » Il ne dit rien. Elle chercha dans sa poche, sortit le collier fait de vers de mer et de ficelle qu'il lui avait donné 2 jours plus tôt. Elle le détacha, le lui tendant. « Je partirai demain matin. » Il ne le prit pas. Elle le posa doucement sur le bord de la table près de lui et se détourna, ses pas lents, délibérés, comme si chacun était un choix qu'elle aurait aimé ne pas avoir à faire. Elle ne pleura que lorsqu'elle fut de retour dans la cabine, hors de vue, et même alors, elle étouffa le son avec sa main, ne voulant pas qu'il l'entende s'effondrer. Dehors, Blaine se tenait seul sur le pont, le collier posé entre eux comme un pont brisé qu'aucun d'eux ne savait comment reconstruire. Les vagues berçaient doucement le bateau, mais rien ne pouvait calmer la tempête qui tourbillonnait maintenant en lui. Le quai était silencieux quand Céleste partit. Pas de mots, pas de dernier regard, juste le bruit des rames fendant l'eau alors qu'elle menait la petite annexe vers le continent.
Blaine regardait depuis le bord de son bateau, les bras croisés, la mâchoire serrée. Il ne l'appela pas, il ne l'arrêta pas. Et pourtant, alors qu'elle disparaissait dans le brouillard, quelque chose de lourd s'installa dans sa poitrine. Quelque chose qu'il ne pouvait nommer. De retour en ville, l'air semblait étrange à Céleste, trop propre, trop poli, trop éloigné du sel qui s'accrochait encore à sa peau. Mais il n'y avait pas de temps pour s'adapter. Au moment où elle remit les pieds dans le pantouse de sa famille, le monde s'effondra. Son père l'attendait, grand, puissant, parfaitement maître de lui, dans un costume sur mesure qui criait le contrôle. « Tu as embarrassé cette famille, dit-il sans la saluer. Comprends-tu ce que disent les médias? Je ne leur ai rien demandé de dire, répondit-elle. Tu as disparu, cingla-t-il. Tu as provoqué une opération de recherche, tu as sapé notre réputation. À partir de maintenant, plus de travail sur le terrain, plus de projets parallèles. Tu reprendras ton siège au conseil de la Fondation Monroe et tu te concentreras sur l'entreprise. Je faisais quelque chose de vrai, murmura-t-elle. Il se détourna. Plus de rêves, Céleste, il est temps que tu grandisses. Pendant ce temps, Blaine retourna à sa routine. Pêcher avant l'aube, réparer les filets, manger seul, dormir dans la même couchette sous le même toit qui fuyait. Mais tout avait changé. La mer ne l'apaisait plus, les vagues ne murmuraient plus, elles ne faisaient que lui rappeler ce qu'il avait repoussé. Il attrapait moins de poissons, il jurait plus, il évitait la crique où ils avaient l'habitude de s'asseoir et de regarder les étoiles, il ne pouvait se résoudre à jeter le collier de verre de mer qu'elle avait laissé derrière elle. Puis, un soir, alors que le soleil plongeait bas et qu'une lumière dorée se répandait sur le quai, un paquet arriva, sans adresse de retour, juste son nom manuscrit à l'encre foncée. À l'intérieur se trouvait un carnet, usé, taché d'eau, maintenu par une boucle de ficelle. Il l'ouvrit. Des dessins, des notes, des bribes de poésie, des diagrammes de créatures marines, esquissés d'une main délicate mais assurée, et éparpillés à travers les pages, des scènes de leurs jours passés ensemble. Lui à la barre, elle tendant la main vers une tortue dans l'eau, leur bateau esquissé sous un ciel plein d'étoiles. Et au dos, une page soigneusement déchirée et pliée. Son écriture était simple, régulière. J'ai vu l'océan à travers tes yeux. Je ne peux plus le voir autrement maintenant. Merci de m'avoir rappelé ce qui compte. Même si tu ne veux plus me revoir, j'avais besoin que tu saches que tu as changé quelque chose en moi, peut-être tout. Blaine fixa la page pendant un long moment. La mer était toujours là, dehors, mais maintenant elle semblait différente, comme si, quelque part de l'autre côté, quelqu'un d'autre fixait le même horizon, souhaitant ne pas avoir lâché si facilement. La première fois que Blaine la revit, elle marchait sur le quai dans la brume matinale, ses bottes boueuses, une sacoche en bandoulière, les cheveux tirés en arrière en une tresse. Elle ne ressemblait en rien à la femme qui était partie. Pas de vêtements de marque, pas de bagages coûteux, juste une détermination tranquille dans sa démarche. « Je suis revenu, dit-elle en s'arrêtant à quelques mètres de son bateau. Je sais que je ne mérite pas grand-chose de toi, mais je suis revenu pour la mer, et pour ce que nous avons commencé. » Blaine ne dit rien au début. Il se tenait là, les bras croisés, sur la défensive. « Je veux aider, continua-t-elle. J'ai lu sur le projet que tu prévoyais. Des programmes éducatifs pour les enfants, la restauration des récifs, la pêche durable. Je veux le financer. Il a haussa un sourcil. Avec l'argent des Monroe? Avec le mien, corrigea-t-elle. J'ai vendu mes parts dans l'entreprise. Je suis parti. Je ne suis pas ici en tant que fille de Monroe. Je suis ici en tant que quelqu'un qui croit en ce que tu fais. Il regarda au-delà d'elle, vers l'horizon. Je n'ai pas besoin de ta charité, dit-il sèchement. Sa voix ne faiblit pas. Ce n'est pas de la charité, c'est un partenariat. Je vivrai ici, travaillerai ici, ferai tout ce que fait la communauté. Et si après un mois tu penses toujours que je n'ai pas ma place, alors je partirai. C'était une offre audacieuse, il respectait cela. Pourtant, il lui fallut une semaine pour accepter, et elle tint chaque mot. Céleste emménagea dans une petite cabane louée près du centre du village. Elle cuisinait avec les femmes, aidait à réparer les filets de pêche, se joignait aux sorties matinales en mer. Elle organisa des nettoyages de rivage avec les écoliers locaux, leur apprit les écosystèmes coralliens et rédigea des demandes de subventions tard dans la nuit à la lueur des bougies. Blaine observa de loin au début, toujours méfiant, mais jour après jour, elle gagna leur confiance, et la sienne. Il commença à la laisser entrer de nouveau, lentement. Ils travaillèrent côte à côte,
réparant de vieux bateaux, plantant des herbiers marins, reconstruisant même un quai détruit par la dernière tempête. Le projet grandit, tout comme leur lien, tacite mais profondément enraciné cette fois dans l'effort partagé, pas seulement dans les moments partagés. Puis vint le coup dur, un titre de dernière minute éclaboussant les médias régionaux. La fille d'un milliardaire sort avec un pêcheur local pour redorer l'image d'un projet écologique. L'article était accompagné de photos floues de Blaine et Céleste riant pendant un déjeuner avec les enfants du village. Il accusait Céleste de manipuler l'histoire à des fins de relations publiques, dépeignant Blaine comme un participant consentant à une manœuvre de rebranding calculée. Ce qui aggravait les choses, l'article était publié par un média appartenant à Oceanus Resorts, un concurrent direct de l'ancien empire de Monroe. La réaction fut immédiate. Les journalistes envahirent la plage, les bénévoles qui les avaient soutenus commencèrent à remettre en question la mission. « Tu l'as utilisé » dit une femme du village, croisant les bras devant Céleste lors d'une réunion. « Tu nous as tous intégrés à ton histoire. » Blaine ne dit rien pendant la confrontation. Il resta impassible alors que les chuchotements se propageaient. Cette nuit-là, il la confronta. « Tu aurais dû savoir que cela arriverait, » dit-il doucement. « Tu aurais dû savoir qu'il transformerait ça en cirque. »« Je n'ai rien divulgué, » insista-t-elle. « Je n'ai même pas parlé à un journaliste. » Il la regarda, fatigué, trahi. « Mais ils nous ont trouvés, et maintenant ils traînent tout dans la boue. Les gens ne me font plus confiance. Ils nous font plus confiance. Alors laisse-moi arranger ça, plaida-t-elle. Il secoua la tête. « Tu as dit que tu n'étais plus une Monroe, mais le monde ne le voit pas de cette façon, et peut-être que... Je ne sais pas où tu finis et où il commence. » Elle tressaillit. « C'est vraiment ce que tu penses? Je pense que... Je ne sais pas comment être autre chose qu'une note de bas de page dans ton histoire, dit-il. Et je ne peux pas être ça, pas encore. » Céleste partit discrètement cette nuit-là, les larmes aux yeux, incertaine si elle serait de nouveau la bienvenue ou si elle devrait même essayer. Céleste partit sans un mot, sans explication, sans grand geste, juste le crissement de ses bottes sur le gravier une dernière fois avant de disparaître sur la route au lever du soleil. Les villageois se réveillèrent pour la trouver partie, la petite cabane louée vide à l'exception de quelques notes griffonnées laissées pour les enfants, à qui elle avait enseigné. Mais elle ne retourna pas dans le monde de son père, fait de tours de verre polis et de salles de conseil silencieuses. Au lieu de cela, elle voyagea plus loin, au cœur des archipels où les noms n'avaient pas d'importance et où les marées étaient la seule horloge. Là, sous un autre nom, elle recommença, faisant discrètement du bénévolat auprès de chercheurs locaux pour étudier la résilience des récifs et aider les communautés de pêcheurs à se reconstruire après les tempêtes. Elle parlait peu, travaillait beaucoup et gardait son histoire verrouillée derrière le sourire de quelqu'un qui avait appris à disparaître sans s'évanouir. De retour au village, Blaine essaya de faire de même. Il retourna à son vieux bateau, reprit le rythme de la pêche, des filets et de la solitude. Mais l'eau semblait différente maintenant. Chaque vague portait un souvenir. Chaque vent résonnait de « et si ». Le projet qu'ils avaient commencé restait inachevé. Les enfants cessèrent de venir, et bien que la mère lui donnât de la nourriture, elle ne lui donnait aucune paix. Puis, un matin, une enveloppe arriva, sans expéditeur, mais portant le sceau officiel du Forum international de conservation océanique. C'était une invitation formelle à prendre la parole en tant qu'invité spécial lors de la cérémonie de clôture de leur conférence mondiale annuelle tenue sur le continent. Ayala fixa confuse. Il n'avait pas postulé. Il n'avait rien soumis. Mais il y alla. La curiosité tirait plus fort que la peur. Dans le grand hall, Blaine se tenait maladroitement en coulisses, vêtu du seul blazer qu'il possédait, tenant une version imprimée d'un discours que quelqu'un d'autre avait apparemment écrit pour lui. Une grande femme avec un presse-papier lui sourit, inconsciente de son malaise. Lorsque son nom fut appelé, les applaudissements emplirent la salle. Il monta sur le podium, clignant des yeux sous les lumières vives. Une centaine de visages le fixaient, scientifiques, étudiants, journalistes, leaders de la conservation. Il baissa les yeux sur le discours imprimé. Puis il le plia et le glissa dans sa poche. « Je n'étais jamais censé être ici, commença-t-il, la voix rauque. Je ne suis qu'un pêcheur. J'ai passé plus de temps à raccommoder des filets qu'à écrire quoi que ce soit. Mais quelqu'un a soumis mon histoire, quelqu'un qui m'a dit un jour que l'océan pouvait encore m'apprendre quelque chose. » Il marqua une pause. Je ne la croyais pas alors. J'étais trop fier,
trop effrayée par ce que je ne comprenais pas. Mais elle avait raison. Il ne parla ni de graphique ni de financement, mais de matin à ramasser des déchets dans les bas-fonds, de libérer des tortues emmêlées dans des filets, de rire partagé autour de poissons et de riz, de regarder une femme s'agenouiller dans le sel et le sable pour prouver que son cœur appartenait à la mer plus qu'aucun manoir ne le pourrait jamais. Je l'ai repoussé, dit-il, parce que je pensais me protéger. Je pensais que je me noierais si je laissais entrer quelqu'un comme elle. Il leva les yeux. Mais je me suis noyé quand même, juste en silence. La salle était absolument immobile. Dans les coulisses, derrière le rideau, Céleste le regardait. Sa main agrippait la lanière de son sac, ses yeux embués de larmes. Elle n'avait pas l'intention d'être vue. Elle était seulement venue s'assurer que l'histoire arrive jusqu'ici. Mais sa voix l'attira, et pour la première fois depuis longtemps, elle pleura non pas de douleur, mais de quelque chose qui ressemblait un peu à de l'espoir. Le soleil avait à peine franchi l'horizon lorsque Blaine arriva à la plage. La même étendue de sable, un an auparavant, il avait tiré une femme de la tempête et dans son bateau. Une femme dont il ne savait pas qu'elle réécrirait les lignes de marée de sa vie. Maintenant, le rivage était parsemé de tentes et de drapeaux colorés. Des bénévoles s'affairaient, installant des bouées de natation, rangeant des paniers de serviettes données et accueillant les timides nouveaux venus arrivant pour l'événement. Le panneau indiquait « Des vagues pour tous ». Journée de natation pour les adultes qui n'ont jamais touché l'océan. Blaine avait autrefois craint l'eau aussi. Pas sa profondeur, mais ce qu'elle pouvait prendre. Maintenant, il se tenait les pieds dans l'eau jusqu'aux chevilles, pieds nus, manches retroussées, un sifflet autour du cou, non pas comme un pêcheur, non pas comme quelqu'un qui survit, mais comme quelqu'un qui avait sa place. Il n'était plus seulement Blaine Cole. Il était désormais l'ambassadeur communautaire de l'Initiative de préservation côtière, un mouvement de conservation internationalement reconnu qui avait commencé avec un filet cassé, un cœur têtu et une fille impossible. Elle était partie depuis longtemps, et pourtant il n'avait jamais cessé de sentir sa présence. Quand le vent se précipitait sur les vagues, quand les enfants riaient en ramassant des coquillages, quand les tortues de mer pointaient la tête hors de l'eau comme de vieux amis disant bonjour. Il regarda la foule qui se rassemblait. Des dizaines d'adultes approchant nerveusement l'eau, certains tenant la main de leurs enfants, d'autres s'accrochant à des gilets de sauvetage empruntés. Son équipe se déplaçait parmi eux, offrant des encouragements. Puis il la vit. Au début, elle n'était qu'une silhouette au bord des dunes, les cheveux lâches dans le vent, pieds nus, portant une robe en lin qui flottait comme une toile de voile. Pas de lunettes de soleil, pas de garde, pas d'entourage. Juste elle, Céleste. Ils s'effigèrent. Elle marcha lentement vers l'eau, les yeux fixés sur lui, ses pas hésitants au début, puis plus assurés. Ses lèvres esquissèrent un léger sourire. Ce n'était pas le sourire de la fille qui était autrefois tombée d'un yacht en feu. C'était le sourire d'une femme qui avait retrouvé sa boussole. Blaine s'avança, la rejoignant à mi-chemin dans les bas-fonds. « Je n'étais pas sûr que tu viendrais, » dit-il. « Je n'étais pas sûr que tu voudrais encore de moi ici, » répondit-elle. Son regard soutint le sien. « Tu as toujours été ici. Chaque fois que je prenais une bouffée d'air sur les vagues. » Elle regarda les nageurs derrière lui, la joie et la nervosité se mêlant comme le sel et le soleil. « Tu l'as fait. Tout ce dont tu rêvais. » Il secoua doucement la tête. « Non, nous l'avons fait. Tu étais le vent quand je ne pouvais pas bouger, la marée qui m'a tiré vers l'avant. » Céleste cligna des yeux pour retenir des larmes soudaines. Il prit sa main. « J'étais en colère, » dit-il. « Pas à cause de qui tu étais, mais parce que je pensais que je n'étais pas assez bien pour toi. J'avais peur d'être toujours celui qui regarde d'en bas. » Elle serra sa main. « Et j'avais peur que tu ne regardes plus jamais en arrière. » Il s'avança plus loin dans l'eau, la marée leur léchant les chevilles. « L'océan a failli me noyer une fois, » dit-il, la voix douce. « Mais ensuite il m'a donné toi. » Oh, elle n'y parla pas. Elle le suivit seulement. Ils se tenaient maintenant dans les vagues douces jusqu'à la taille, les visages tournés l'un vers l'autre. « Si je dérive encore, » murmura-t-il, « je veux que ce soit vers toi. » Elle hocha la tête, les larmes coulant enfin, embrassées par le vent salé et le soleil. Il n'y avait pas de foule qui regardait, bien que les gens sur le rivage aient commencé à remarquer. Il n'y avait pas de bague en diamant, pas de demande en mariage mise en scène, juste deux personnes debout dans la mer, entourées par le tonnerre silencieux des vagues et l'écho de tout ce qu'elles avaient surmonté. Céleste leva la main et posa sa paume sur sa poitrine. « Ceci, dit-elle, est la seule boussole dont j'ai besoin maintenant.
Et puis elle se pencha contre lui, front contre front, alors que la marée montait comme une promesse murmurée. Le ciel devint doré, les enfants éclaboussaient dans les bas-fonds, les bénévoles riaient, les vagues roulaient, constantes et éternelles, et quelque part entre l'attraction du passé et la promesse de demain, Blaine et Céleste, deux personnes autrefois perdues, se retrouvèrent. Non pas parce que la mer les avait sauvés, mais parce qu'ils avaient choisi de nager en retour, ensemble. Si cette histoire a remué quelque chose dans votre cœur, si elle vous a rappelé que même les marées les plus improbables peuvent rassembler les gens, et que la guérison arrive souvent sous forme de gentillesse, de patience et d'une seconde chance, alors vous venez de faire l'expérience de ce en quoi nous croyons chez Histoire qui touche l'âme, le pouvoir tranquille de la vraie connexion. Le voyage de Blaine et Céleste n'a pas été facile. Il a été désordonné, imparfait et plein de tempêtes, mais à la fin, il était réel. Et peut-être que c'est ça, le véritable amour. Non pas d'où nous venons, mais où nous sommes prêts à aller, côte à côte. Si vous souhaitez plus d'histoires qui réchauffent votre âme, élèvent votre esprit et vous arrachent peut-être même une larme, n'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner à Histoire qui touche l'âme. Nous sommes là pour vous rappeler que dans un monde plein de bruit, il y a encore de la beauté dans le silence et encore de l'espoir entre les vagues. Abonnez-vous maintenant et laissez votre cœur naviguer avec nous.